Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur la Covid-19. Dans ce diaporama d'aujourd'hui, nous allons aborder 5 points principaux. Après un point épidémiologique dans la région, nous apporterons des précisions concernant l'éviction des professionnels. Nous verrons ensuite les mesures d'assouplissement préconisées dans les EHPAD. Dans une quatrième partie, nous ferons un point sur les indications des tests PCR à partir de prélèvements salivaires. Et enfin, nous terminerons sur le nouveau variant découvert en Bretagne. La situation de la région centre est similaire à celle observée en France. Le nombre de patients hospitalisés hors réanimation sur la courbe en orange ou en réanimation sur la courbe en rouge reste très élevé. En ce qui concerne la diffusion des variants, la prévalence du variant anglais est très élevée dans la région. Pour les autres variants qui font l'objet d'un suivi, c'est-à-dire les variants sud-africains et brésiliens, leur prévalence est faible, à l'exception du département du Cher où le taux est le plus élevé. Concernant le variant anglais, en plus d'une plus grande contagiosité, les données publiées récemment par une équipe du Royaume-Uni dans le British Medical Journal suggèrent une virulence plus importante comparée à la souche sauvage du SARS-CoV-2, et ceci quel que soit l'âge des patients. Ces résultats doivent donc nous inciter à maintenir le respect des mesures de prévention pour éviter l'entrée de ce variant dans nos établissements. Concernant la vaccination, les résultats pour la région sont très encourageants, puisque plus de 2/3 des résidents des EHPAD et des patients dans les services de soins de longue durée et près de 36% des professionnels de ces établissements sont vaccinés avec un schéma vaccinal complet. L'effet bénéfique de la vaccination dans notre région commence à être visible, puisque si l'on regarde l'évolution du nombre de clusters en EHPAD, ici en rose sur ce graphique, ou bien dans les collectivités en général, c'est la courbe en rose très très clair, en fonction du taux de couverture vaccinale chez les résidents, donc c'est la courbe en vert, ou chez les professionnels en bleu, on constate une diminution du nombre de clusters en corrélation inverse avec la couverture vaccinale des résidents et des professionnels de ces établissements. Ces résultats nous incitent donc bien entendu à poursuivre la vaccination de tous. Donc après ce petit point rapide épidémiologique, nous souhaitions revenir sur l'éviction des professionnels de santé ayant eu un contact à risque avec un cas. Le MinSanté, qui devait préciser la possibilité de maintenir en poste un professionnel ayant eu un contact à risque avec un cas en cas de tension sur le système de soins, n'a pas été encore publié. En revanche, cette dérogation est clairement spécifiée dans les recommandations émises pour les professionnels du domicile en date du 10 mars. Donc, par analogie, cette dérogation est donc également applicable aux professionnels de santé dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Le troisième point majeur d'actualité de cette quinzaine concerne l'assouplissement des mesures de prévention dans les EHPAD et les établissements de soins de longue durée à compter du 13 mars. L'ensemble des mesures d'assouplissement s'inscrivent dans un contexte d'évolution constante de la pandémie et dans un contexte d'incertitude, en particulier concernant l'impact de la vaccination sur la transmission en cas de portage du virus. Ces mesures d'assouplissement concernent les visites en chambre, les repas et les activités en collectivité et les sorties des résidents. Certaines mesures vont être applicables à tous les résidents, quel que soit leur statut vaccinal, et d'autres sont spécifiques aux résidents vaccinés. Dans tous les cas, ces mesures ne seront pas applicables aux cas confirmés et aux résidents contacts à risque d'un cas.
Ces mesures d'allègement devront également être stoppées dès la détection d'un cas parmi les résidents ou les professionnels. Les activités collectives ainsi que les repas en collectivité peuvent de nouveau être organisés, quel que soit le statut vaccinal des résidents, en maintenant les gestes barrières, c'est-à-dire une distance d'au moins 2 mètres entre les résidents, et les repas en quinconce. Si cela est possible, les activités collectives seront organisées en petits groupes de résidents, en mélangeant au sein de chaque groupe des résidents vaccinés et non vaccinés, et en évitant le brassage des résidents entre les différents groupes. Les sorties aux alentours de l'EHPAD sont de nouveau autorisées également pour tous les résidents, quel que soit leur statut vaccinal. Ces sorties devront respecter les gestes barrières, en particulier essayer que le résident porte un masque chirurgical lors de la sortie en dehors de l'EHPAD. Au retour du résident dans l'EHPAD, il sera important de veiller à réaliser une hygiène des mains par friction hydroalcoolique. Des mesures d'allègement spécifiques pour les résidents vaccinés ayant bénéficié d'une vaccination complète sont préconisées. Elles concernent les visites et les sorties dans la famille. Les visites en chambre sont de nouveau autorisées, toujours dans le respect des gestes barrières et en particulier le port du masque chirurgical pour le visiteur. Le dépistage 72 heures avant la visite pour le visiteur reste toujours recommandé. Les sorties dans la famille sont également autorisées, là aussi, dans le respect des gestes barrières. Au retour dans l'EHPAD, l'isolement et le dépistage ne sont pas préconisés pour les résidents vaccinés, sauf en cas de contact à risque avéré avec un cas. Pour les résidents non vaccinés ou non protégés par une vaccination complète, les visites en chambre sont autorisées également. Les sorties en famille sont quant à elles autorisées au cas par cas par le médecin coordinateur en concertation avec l'équipe soignante. Des dépistages à J+4 et à J+7 de la visite en chambre ou de la sortie en famille seront à réaliser pour ces résidents. De plus, les résidents ne pourront pas participer aux activités collectives ni aux repas pendant 7 jours après la visite ou la sortie dans la famille. Alors, le dépistage précoce à J+4 au retour des sorties dans la famille est une nouveauté dans ces recommandations. Cette nouvelle recommandation pourrait être en lien avec la nécessité d'identifier et d'isoler précocement les personnes contagieuses pour limiter la diffusion du virus, en particulier dans le contexte de diffusion des variants hypercontagieux. Et il y a un article qui montre que le dépistage précoce à J+4 après le contact à risque permet d'identifier 2 personnes sur 3 contagieuses. Pour les personnes négatives à J+4, un second dépistage à J+7 est alors préconisé. Le 4e point que nous voulions évoquer concerne les indications des prélèvements salivaires qui ont été précisées par le MinSanté en date du 16 mars. Ces indications ont été priorisées du fait qu'aujourd'hui, un nombre limité de laboratoires sont en capacité de réaliser un test de RT-PCR à partir de ces prélèvements salivaires. Pour les établissements de santé, 2 principales indications sont retenues. La première concerne l'investigation d'un cluster lorsque le prélèvement nasopharyngé n'est pas réalisable. La seconde intention concerne les dépistages hebdomadaires des professionnels et des patients réalisés dans le cadre de suivi de ces clusters. Lorsque les capacités des laboratoires seront suffisantes,
les établissements de santé pourront utiliser les prélèvements salivaires dans leur campagne de dépistage itératif des patients et des professionnels prenant en charge des personnes à risque de formes graves ou immunodéprimées, des services de psychiatrie ou de soins de longue durée. Les prélèvements salivaires dans les établissements médico-sociaux prenant en charge des adultes pourront être réalisés dans le cadre de l'investigation d'un cluster lorsque le prélèvement nasopharyngé n'est pas réalisable et pour les dépistages hebdomadaires des professionnels et des résidents réalisés dans le cadre du suivi des clusters. Dans les établissements médico-sociaux prenant en charge des enfants, des campagnes de dépistage à l'aide de prélèvements salivaires pourront être organisées sous l'égide de l'ARS selon le même modèle que les campagnes de dépistage organisées dans les établissements scolaires. Les prélèvements salivaires pourront être également réalisés dans le cadre de l'investigation d'un cluster lorsque le prélèvement nasopharyngé n'est pas réalisable et pour les dépistages hebdomadaires des professionnels et des résidents réalisés dans le cadre du suivi de ces clusters. Alors l'ensemble de ces indications que nous venons de voir évolueront en fonction des capacités des laboratoires à réaliser la RT-PCR à partir de ce type de prélèvement. En effet, en pratique, de nombreuses contraintes pour le recueil de la salive, notamment, mais également de nombreuses contraintes techniques pour les laboratoires nécessitent que ces laboratoires adaptent leurs réactifs et leur matériel avant de pouvoir réaliser cette analyse. Le nombre de laboratoires pouvant réaliser ces analyses va donc évoluer dans les semaines qui viennent et les possibilités de réaliser ce type de prélèvement vont ainsi augmenter au fur et à mesure du temps. Nous vous recommandons donc de prendre contact avec votre laboratoire afin de connaître leurs possibilités de réaliser ces tests diagnostiques. Le dernier point d'actualité très récent concerne la découverte d'un nouveau variant de SARS-CoV-2 en Bretagne. Ce nouveau variant appartient à la lignée phylogénétique ou encore clade 20C et il possède de nombreuses mutations dans la protéine S, 9 au total, et également de nombreuses délétions. Alors sa principale spécificité connue à ce jour est de ne pas être détectable par RT-PCR à partir de prélèvements nasopharyngés. Il ne s'agit pas d'un problème de détection avec les techniques de RT-PCR disponibles à ce jour, puisque cette PCR va être positive lorsque l'on réalise des prélèvements soit au niveau de l'oropharynx, soit des prélèvements plus profonds au niveau de l'arbre pulmonaire. Les inconnus à ce jour pour ce variant sont tout d'abord l'impact de ces mutations concernant l'immunité vaccinale. Ça, c'est encore non déterminé. En revanche, a priori, ce variant n'a pas de virulence particulière. Suite à cette découverte, une alerte nationale a été émise demandant à tous les établissements d'identifier parmi leurs patients hospitalisés des patients qui présenteraient donc des signes cliniques ou radiologiques évocateurs de la Covid-19 et ayant une RT-PCR négative sur des prélèvements nasopharyngés afin d'effectuer chez ces patients des recherches complémentaires. Alors, cette non-détection de ce virus sur les prélèvements nasopharyngés a nécessité une adaptation de la définition de cas de Covid-19 pour toute personne résidant ou ayant séjourné dans une zone géographique bien précise dans les départements des Côtes-d'Armor et du Finistère. Donc, c'est 5 communautés de communes
autour de Lannion dans ces départements. Donc pour toute personne qui présente des signes cliniques évocateurs de la Covid-19, qui résident ou qui ont séjourné dans cette zone géographique spécifique, sera donc considéré comme un cas possible de variant breton. Un cas probable est défini comme un cas possible présentant des lésions évocatrices au TDM ou bien comme un cas possible ayant eu un contact à risque avec un cas possible probable ou confirmé avec ce variant. Également, un cas probable est une personne présentant une anosmie ou une agueusie d'apparition brutale. La confirmation d'infection par ce variant breton ne pourra être réalisée que par le séquençage complet du génome du virus. Alors, Santé publique France a également défini la conduite à tenir autour d'un cas. Premièrement, les cas possibles, probables ou confirmés devront être isolés pendant 10 jours. Pour les cas possibles et probables, des prélèvements profonds de l'arbre respiratoire, comme par exemple une expectoration induite ou une aspiration trachéale ou un lavage broncho-alvéolaire, des prélèvements nasopharyngés, des prélèvements de salive et des prélèvements de sel ou par écouvillonnage rectaux devront être réalisés à J0 et à J7 pour faire une RT-PCR. Il est également demandé de réaliser chez ces cas possibles ou probables une sérologie à J0, J10 et au-delà de 21 jours de l'infection. Pour les cas confirmés, il est demandé de réaliser un suivi de l'excrétion virale en réalisant donc des prélèvements profonds tous les 3 à 5 jours si c'est possible. Pour les cas possibles, probables et confirmés, il est demandé de réaliser un contact tracing afin de pouvoir dépister à J0 et isoler pendant 7 jours les contacts à risque. La définition du contact à risque reste inchangée par rapport aux autres souches du SARS-CoV-2. Pour les cas probables et confirmés, les contacts des contacts devront être également recherchés. Au total, les points marquants de cette quinzaine sont tout d'abord la possibilité du maintien en poste des professionnels de santé ayant eu un contact à risque avec un cas lorsqu'il y a une tension dans le système de soins. Deuxièmement, l'allègement des mesures de prévention en EHPAD, en particulier avec l'autorisation des visites en chambre et des sorties en famille pour les résidents. Le déploiement progressif du diagnostic par RT-PCR à partir des prélèvements salivaires, en particulier dans l'investigation et le suivi des clusters. Et dernier point, c'est la découverte d'un nouveau variant breton, celui-ci, qui possède la particularité de ne pas être détecté dans les prélèvements nasopharyngés et qui nécessite donc des mesures spécifiques pour le diagnostic en particulier. Au vu de l'actualité très riche qui continue, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 1er avril à 14h et en attendant, soit par mail, soit par téléphone si vous avez des questions. Je vous remercie, à bientôt.